La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le Journal décalé. La mauvaise nouvelle du mois, c'est la crise bancaire. Je ne veux pas vous l'apprendre. La première banque touchée a été Silicon Valley Bank, la 16e plus grande banque américaine spécialisée dans le financement des startups. Elle a fermé ses portes le vendredi 10 mars. C'est la plus grande défaillance bancaire aux États-Unis depuis la triste chute de Lehman Brothers en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est en 2021, de nombreuses startups ont levé beaucoup d'argent. Elles avaient donc beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie qu'elles ont placé dans cette banque, la Silicon Valley Bank. Donc du coup, ces dépôts ont explosé. Elle est passée de 102 à 189 milliards de dollars. Le problème, c'est que depuis, ça a été beaucoup plus compliqué pour les startups de lever de l'argent. Du coup, elles ont dû dépenser ces fameux dépôts. Et la Silicon Valley Bank avait, elle, placé tout cet argent en bons du Trésor américain. A priori, un placement peu risqué. Mais ces bons du Trésor ont commencé à rapporter de moins en moins. Du coup, elle s'est retrouvée avec un double mauvais effet. 1, les startups retiraient leur argent. 2, les bons du Trésor rapportaient moins. Du coup, elle a dû liquider une partie de son portefeuille, mais elle n'avait pas les moyens de tout liquider, donc elle a voulu faire une levée de fonds. Ça a entraîné une grosse inquiétude. Tout le monde a voulu retirer son argent de la banque. Du coup, la banque a dû se mettre en faillite. C'est ce qu'on appelle un bank run. Quelques jours après, même climat de défiance en Europe avec le Crédit Suisse. Là, ça a été réglé en un week-end. Le gouvernement suisse a géré. Sa principale concurrente, UBS, l'a racheté à un tarif beaucoup plus faible. Et entre nous, au passage, les actionnaires historiques ont été totalement lésés. En France, le Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, nous indique qu'il n'y a pas de risque, que tout est bien et que les banques ont la solidité financière et structurelle pour faire face. Espérons que ce soit le cas. On a déjà un petit signal d'alerte en Allemagne avec la Deutsche Bank. Les investisseurs sont inquiets. Elle a perdu plus de 25% de sa valeur en banque. Entre autres, pourquoi ? À cause des CDS. Qu'est-ce que c'est que les CDS ? Ce sont les Credit Default Swap. La Deutsche Bank a vu la valeur de ces CDS énormément augmenter. Du coup, ça l'a mise en difficulté. Il faut regarder quelle est la cause de tout ça. C'est la hausse des taux d'intérêt. Ouais, la sécurité des banques en question, on ne sait pas. En tout cas, il y a un phénomène qui est un phénomène évident. C'est l'impact de la remontée des taux d'intérêt. Un impact des taux d'intérêt qui peut avoir, comme dans le cas de ce qui s'est passé sur la Silicon Valley Bank, un problème d'adossement d'actifs et de passifs. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est quand même un sujet majeur, c'est que les banques aujourd'hui manquent de ressources parce qu'il y a moins de liquidités. Et donc, c'est quand même la guerre au dépôt. Et que on disait toujours dans le modèle bancaire va profiter de la hausse des taux d'intérêt. Mais pour l'instant, la hausse des taux d'intérêt, elle coûte cher au modèle bancaire. Pourquoi ? Parce que la ressource coûte de plus en plus cher. Et parallèlement, la production de crédit, de par l'évolution des taux d'intérêt, est en train de baisser fortement, ce qui fait qu'il y aura de moins en moins d'épargne. Donc là, on est vraiment sur un game changer. Et je disais tout à l'heure en introduction que vous pouviez regarder le replay de l'émission Immobilier. Vous pouvez également regarder sur la chaîne YouTube de Et Plus Encore le replay d'une émission qu'on a fait sur un sujet qu'on a beaucoup abordé. C'est les changements dans le terme de l'épargne en termes de flux. On a fait une émission l'autre jour avec le camarade Cédric Decoeur sur BFM Business avec Yves Mazin de la CNCGP, Bruno Narchal de Christelle Finance et Cyril Blesson de Père Conseil. Et il y avait des réflexions qui étaient très intéressantes. Vous nous parlez d'une émission la semaine dernière. Moi, je vous ai parlé la semaine dernière. C'était la semaine de l'épargne salariale. Et pour le coup, c'était un sujet qui fonctionne bien. Selon les derniers chiffres de l'AFG, l'Association française de gestion, sur l'année 2022, l'épargne salariale et retraite a affiché une collecte nette de 2,6 milliards d'euros contre 800 millions en 2021. Plus de 378 000 entreprises étaient équipées d'un tel dispositif pour un encours cumulant à 162 milliards. L'encours est en légère baisse en un an, une baisse de 5,4 milliards, mais une baisse logique car les marchés financiers ont baissé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette épargne salariale est majoritairement investie sur les marchés actions. Il ne faut pas oublier le PER assurantiel. Le PER assurantiel, c'est la quasi-totalité des PER individuels et les anciens articles 82, article 83. Jean-François, vous connaissez ça par cœur. Sur l'ensemble de l'année 2022, on compte 1,3 million de nouveaux assurés et 18,7 milliards d'euros de versements, dont 8,8 milliards de cotisations. Et 9,9 milliards, c'est intéressant, de transfert des anciens contrat d'épargne retraite. La collecte nette du PER, c'est 7,4 milliards d'euros en augmentation, en hausse de 1,7 milliard. À fin décembre, les PER assurantiels, c'est donc 3,8 millions d'assurés
pour 48,4 milliards d'encours, dont 45% en UC. Autre donnée très flatteuse, 3 ans après son lancement, l'AFG recense plus de 141 000 entreprises équipées de PERCO pour 2,6 millions de bénéficiaires. Le PER, ça concerne tout le monde et l'épargne salariale, en revanche, c'est plutôt historiquement les grandes entreprises et ça pourrait changer. Fin février, 4 des 5 organisations syndicales ont validé un accord proposé par le patronat sur le partage de la valeur. Ça peut sembler fou aujourd'hui qu'un accord ait été validé par le patronat et par des organisations syndicales, mais c'est quelque chose qui a bien été fonctionné. Et ce texte, il vise notamment à généraliser des dispositifs tels que l'investissement, la participation et les primes de partage des valeurs dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Ça va donc me concerner chez ActuSite. Ça fait beaucoup d'entreprises à équiper, certainement de très belles opportunités pour les CGP. N'hésitez pas à me contacter et à me proposer des solutions. Ok, juste sur le sujet, je rappelle quand même, pardon de jouer le vieux singe, je rappelle la loi de Fabius de 2000, qui a été le premier texte qui avait vocation à démocratiser l'épargne salariale dans les TPE et les PME. Ça a bougé, mais ça bouge pas quand même très vite. Ouais, une petite différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande des salariés. Je sais pas comment c'était en 2000, j'étais un peu plus jeune. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une volonté des employeurs? Joker. Bon, autre sujet, l'immobilier. On a parlé de débat immobilier, il y a quelques jours, quelques semaines, il y avait à Cannes le MIPIM, le grand salon, le grand rendez-vous annuel de l'immobilier pour les professionnels. On entend beaucoup parler en ce moment de la hausse des taux, on a parlé de la fin du Pinel, ou de la baisse du Pinel, de l'énorme baisse des constructions. Et finalement, quelle est la tendance du côté des professionnels? Pour la 7e année consécutive, Ernst & Young, EY et la fondation Palladio ont publié leur panorama de l'immobilier en ville. Leur objectif, c'est interroger chaque année les professionnels du secteur pour dresser un état des lieux de la filière et son évolution. Qu'est-ce qu'on ressent cette année? Qu'est-ce qu'on entend? Les dirigeants sont beaucoup moins optimistes que l'année précédente. Ils sont 52% à se dire optimistes sur les perspectives à 12 mois, alors qu'ils étaient 84% l'année dernière. Parmi les inquiétudes les plus citées, il y a la hausse des matériaux, la remontée des taux et la hausse des prix de l'énergie. 3 gros sujets bien compliqués. Le MIPIM a essayé d'apporter une première réponse très concrète en se disant on va apporter de l'innovation et on va permettre à ce que cette innovation, elle se complète de responsabilité. Comment? Avec des immeubles qui sont de plus en plus utiles et de plus en plus tournés vers la ville. Très concrètement, fini la coque de béton un peu austère. Maintenant, on fait des bâtiments qui doivent être ouverts vers la ville, qui doivent être sobres énergétiquement et qui doivent être efficaces. Merci beaucoup, Georges, pour ce journal décalé. Tout de suite, une femme dans l'actu.